Et si les humains et tous les animaux de la Terre vivaient en symbiose parfaite? Et si au-delà de la domestication et de l'élevage, les humains apprenaient à collaborer avec les animaux? Certains animaux vivent déjà en symbiose les uns avec les autres, échangeant protection ou nourriture contre abri et information. Les humains n'auraient qu'à intégrer ces relations. Dans un monde où les humains et les animaux travaillent ensemble pour bâtir une société en symbiose parfaite, de nombreuses espèces pourraient accomplir leurs tâches sans instruction, tandis que les plus intelligentes pourraient même endosser le manteau de meneur. Je suis Doc, scientifique aux prouesses incommensurable et amoureux des animaux qui partagent notre réalité. Gousi. J'ai d'ailleurs moi-même une symbiose parfaite avec un jeune babouin qui, malgré son intellect limité, sait assez bien manier une caméra. Photon, transition, banane. Montage. La symbiose, c'est cette interaction étroite et durable entre deux organismes d'espèces différentes. Si cette relation est bénéfique pour les deux parties, on parle de mutualisme. C'est le cas des abeilles qui pollinisent les fleurs. La symbiose peut aussi profiter à une seule des parties, mais sans nuire à l'autre, auquel cas on parle de commensalisme. Le rémora, par exemple, est un poisson qui s'accroche aux requins afin de se déplacer sans effort et de se nourrir des restes de leur repas, sans rien apporter en retour. Finalement, si cette relation avantage une partie tout en nuisant à l'autre, il s'agit de parasitisme. Le gui qui profite des nutriments de l'arbre qui l'envahit le fait souvent au détriment de celui-ci. Si on revient à Photon et moi, par exemple, c'est clairement une saine relation de mutualisme. Il me filme, il fait mon montage, me met en valeur, tandis que moi, Bref, les humains ont déjà développé des relations symbiotiques avec plusieurs animaux. Les chiens, par exemple, ont une longue histoire de domestication et de coopération avec les humains. Les chiens offrent compagnie, protection et assistance. On peut penser aux chiens de garde, aux chiens guides pour les malvoyants, aux chiens de détection de drogue. Mais au-delà de ça, les chiens ont démontré une capacité à détecter certains cancers ou conditions médicales grâce à leur odorat exceptionnel. Cette relation est donc mutuellement bénéfique. Les humains bénéficient de divers services, tandis que les chiens reçoivent nourriture, abri et soins en échange. Ah, vraiment, les chiens sont nos âmes sœurs, des anges descendus du ciel pour nous épauler, le meilleur ami de l'homme. Tandis que de l'autre côté de la balance, tout droit venus des enfers, nous retrouvons les chats. Ces petits profiteurs sans empathie ni reconnaissance, qui ne rêvent que de conquérir le monde. Enfin, votre chat à vous est peut-être en surpoids, oui, et complètement inepte, mais à travers l'histoire, ils ont eu un impact exceptionnel sur le contrôle des maladies et des autres populations animales dans nos villes, en nous débarrassant d'un nombre sans doute sidéral de rongeurs. Oh, mon gros, oui, pas toi, hein. Non. Sans oublier que leurs ronronnements ont un effet apaiseur sur le stress et le système nerveux humain, bien plus efficace que mon psy surpayé, hein. Oh oui, mon puant. Oh, il a pété ça. T'as de la chance que t'es mignon, salopard. Mis à part nos animaux de compagnie, nous avons développé plusieurs autres symbioses à travers notre histoire. Les animaux de ferme, comme les bovins, les porcs, les moutons, les chèvres ou les poules, nous fournissent tous nourriture et matières premières en échange de soins et de protection. Les oiseaux, comme les faucons, les aigles ou les pigeons, ont chassé ou transporté des messages pour nous en échange de nourriture régulière et d'abri. Les chevaux ont servi au transport, au travail agricole, à la guerre et aux loisirs en échange de coups de cravache. Bref, vous voyez l'idée. De nombreuses symbioses, qu'elles soient mutualistes, compensales ou parasitiques, se sont propagées à travers le monde. Mais d'autres symbioses, plus localisées, existent également. En Tanzanie, une symbiose particulièrement intéressante existe entre le fleuve Hasda et un oiseau du nom du grand indicateur. Celui-ci est attiré par les sifflements spécifiques émis par les chasseurs, qu'ils guident alors vers les ruches d'abeilles sauvages. En enfumant les ruches, les humains ont ainsi accès au miel, tandis que les oiseaux peuvent ensuite avoir accès à la cire et aux larves une fois la ruche désertée et ouverte. Il s'agit là d'un rare cas de mutualisme documenté depuis des millénaires. Même si les grands indicateurs restent sauvages et collaborent occasionnellement de leur plein gré avec les humains, ce n'est pas le cas par exemple des animaux de la ferme. La plupart de nos rapports avec les animaux sont dus à la domestication.
Alors, pouvons-nous vraiment parler de symbiose? Je veux dire, les bovins dont on boit le lait ou qu'on déguste en steak au barbecue de mon beau-frère n'ont pas vraiment leur mot à dire, n'est-ce pas? Eh bien en fait, la domestication est tout de même considérée comme une symbiose, car nos relations peuvent être mutualistes ou commensales. Tant que les animaux que nous domestiquons peuvent tirer des bénéfices de notre relation, même s'il ne s'agit que de protection, de soins ou de nourriture, cela en fait une relation mutualiste. Et ce, même s'ils n'ont pas spécifiquement donné leur accord de façon 100% claire. Bien sûr, certaines de nos relations sont commensales, c'est-à-dire que nous ne tirons des bénéfices de l'animal sans rien lui apporter en retour. On peut notamment penser aux abeilles dont on vole le dur labeur sans compensation. Mais on pourrait même considérer cette relation comme parasitique, non? Eh bien, cela dépend, car les apiculteurs peuvent par exemple fournir aux abeilles une ruche déjà construite dans laquelle s'établir, protéger ces ruches des prédateurs ou encore les déplacer dans des endroits de pollinisation plus favorables, voire entretenir les fleurs à polliniser. Bien entendu, ce type de relation peut évoluer d'une catégorie à l'autre au fil du temps. Par exemple, la relation entre les humains et les chiens a commencé comme une forme de commensalisme avant d'évoluer vers une symbiose plus complexe et puis une domestication. Alors, pourquoi ne pas rêver d'un monde dans lequel l'humain serait en symbiose parfaite avec plusieurs centaines voire des milliers d'animaux différents, où il pourrait travailler main dans la pâte avec ces animaux pour maintenir une société multispécifique. Mais avant de créer notre nouvelle réalité, retrouvons Sarah qui a pu observer plus d'une symbiose surprenante chez les animaux dont on pourrait s'inspirer. Dans certaines régions, une symbiose très étonnante a été observée entre des ratons laveurs et des renards. Cette relation se caractérise par une mise en commun de leurs compétences. Les ratons laveurs étant plus agiles dans les arbres et les renards au sol, cela permettrait à chacun de faire une meilleure détection des prédateurs de l'autre espèce. Les coyotes pour les ratons laveurs et les aigles pour les renards. Certains animaux que Sarah a pu observer ont développé un système d'alerte mutuel. Ils utilisent des signaux pour s'avertir mutuellement du danger. Cette coopération leur permet d'améliorer leurs chances de survie face à leurs prédateurs respectifs. Mais il ne faut pas croire que les coyotes sont en reste. Eux-mêmes ont mis en place une alliance inattendue avec les blaireaux. Ces deux prédateurs forment en effet une équipe de chasse efficace. Le blaireau est un expert pour débusquer les proies sous terre, tandis que les coyotes est rapide à la course. Ensemble, ils augmentent leurs chances de capture et partagent le repas. Bien sûr, ces symbioses ne se développent pas du jour au lendemain. Ce sont des relations qui se bâtissent au fil des années et parfois même des générations. Mais dans notre réalité alternative, nous pouvons imaginer que certains groupes d'humains, partout sur la planète, ont créé leur propre symbiose inspirée des animaux qu'ils côtoyaient. Alors, ne lésinons pas sur nos petits amis à poil, à écailles, ou même les insectes, et allons voir de quoi cela ressemblerait et comment cela pourrait devenir un phénomène sociétal global. C'est parti. Modification des paramètres de la Terre. Regardez-moi ça. Votre nouvelle réalité est prête. En Afrique, un village du Kenya a pris exemple sur le ratel, un petit mammifère carnivore qui collabore avec les oiseaux indicateurs pour trouver du miel. Les oiseaux repèrent les ruches d'abeilles et guident le ratel par des signaux sonores. Le ratel ouvre la ruche, mange le miel et les oiseaux se régalent des larves et de la cire. La population humaine a décidé de se joindre à cette chasse au trésor. Non seulement ils se joignent à la recherche des ruches, guidés par les oiseaux, mais ils ont aussi élevé ceux-ci à leur indiquer les arbres fruitiers ainsi que du gibier. En échange, les oiseaux seront récompensés par des larves et de la cire que les humains récupèrent dans des ruches artificiellement entretenues par leurs apiculteurs. Quant au ratel, habitué à terrasser plusieurs autres insectes, outre les abeilles, il a été embauché pour débarrasser ces autres humains d'insectes passablement plus embêtants, en échange de miel bien sûr, mais également d'un logis. Plus au nord, les crocodiles du Nil ont développé une alliance inattendue avec certains oiseaux vivant sur les berges. Les oiseaux bénéficient de la protection des crocodiles contre les prédateurs. Et en échange, ils alertent les crocodiles des dangers potentiels, par exemple lorsque ces derniers s'éloignent de leur nid contenant leurs œufs. Malgré le danger que représentent les crocodiles, les hommes sont parvenus là aussi à un accord surprenant. Tandis que les oiseaux les avertissent de l'arrivée de prédateurs comme des lions, ou même de l'arrivée de tempêtes de sable, les crocodiles combattent les prédateurs du désert, ne s'attaquant plus aux humains, qui gardent les œufs dans des enclos et les nourrissent, et chassent eux-mêmes les prédateurs des oiseaux.
C'est un système de sécurité à toute épreuve pour les villages des berges, seulement concurrencé par celui de la petite grenouille Chiamoclé. Bref, un système de sécurité seulement concurrencé par celui de cette petite grenouille avec la grande mygale colombienne. De ce côté de l'océan, l'araignée, au lieu de manger la grenouille, la ramène dans son repère. La grenouille protège les œufs de l'araignée contre les fourmis et autres insectes, tandis que la mygale offre protection à la grenouille. Les populations humaines, étant tout aussi indisposées par les fourmis, ont rempli leurs maisons de grenouilles, alors que les mygales s'y sont également installées pour tisser des toiles à l'attention des moustiques porteurs de malaria. Enfin, dans le froid nordique, Sarah a elle aussi développé sa propre symbiose, inspirée de son film préféré, Le Roi Lion. Un jour, quelle horreur, y compris que son odeur, au lieu de sentir la douleur, soulevait les cœurs. Elle y a découvert que les phacochères, souvent infestés de tiques, permettent aux mangoustes de se nourrir de ces parasites. Les mangoustes obtiennent un repas, tandis que les phacochères sont débarrassées de leurs parasites. Pas de mangoustes ni de phacochères chez elle, mais Sarah a plusieurs voisins éleveurs de bovins ou propriétaires d'écuries, dont les bêtes sont constamment harcelées par des mouches. Les problèmes viennent de mouches noires qui piquent tellement les pauvres bêtes qu'elles causent des problèmes cutanés, pouvant mener à des infections. Sarah leur a donc proposé ses talents particuliers de dresseuse d'araignées. Et maintenant, les toiles installées à travers les étables capturent les mouches ainsi que les moustiques, une peste pour les habitants du Nord. Mais Sarah ne compte pas s'arrêter là, et après avoir également réussi à convaincre son patron d'adopter des chats pour chasser les rongeurs du bureau, ainsi qu'un énorme molosse pour faire peur aux voleurs, Gousi. elle vise maintenant beaucoup plus grand. Et c'est toi, Photon, que nous allons envoyer pour filmer ça. Mais auparavant, il y a une autre symbiose dont nous devons absolument parler. Une symbiose entre vous et moi. Vous connaissez la première étape pour atteindre cette parfaite symbiose ? Cliquez sur le petit bouton d'abonnement et transformons notre relation d'une symbiose parasitique à une symbiose mutualiste. Vous recevez des vidéos et moi je reçois ce qu'il me faut pour nourrir notre ami Photon. Tout d'abord, ces araignées dressées ne suffisant pas à la tâche, Sarah s'occupe d'équiper chaque étable et écurie de sa région d'oiseaux, comme les pique-bœufs qui peuvent nettoyer les parasites du bétail. En les dressant à chasser également les insectes des cultures et des champs, les agriculteurs pourraient réduire drastiquement l'utilisation de pesticides qui empêchent le développement d'écosystèmes sains. Des espèces sensibles aux pesticides comme les insectes, les oiseaux pollinisateurs et les espèces aquatiques, les invertébrés, grenouilles ou des vers pourraient revenir enrichir la biodiversité, elle-même utile pour lutter naturellement contre les ravageurs de cultures. Un retour de pollinisateurs permettrait une augmentation à la production de plusieurs fruits et légumes, et la diminution des pesticides stopperait la dégradation de la santé des sols qui affecte la croissance des plantes. Pour parachever sa vision de la culture saine et communautaire, Sarah parvient à monter un réseau d'amis qui vont l'aider à démultiplier la production des jardins communautaires dans les zones rurales comme urbaines. En intégrant des abeilles domestiques et sauvages au jardin grâce aux ruches artificielles, la pollinisation des cultures et les jardins est assurée tout autant que la production de miel. Mais la culture, cela se fait également dans l'eau. L'aquaculture permet une production d'une variété d'espèces aquatiques incluant des crevettes, des poissons, des mollusques, des algues. Elle représente 50% de l'offre en poissons et fruits de mer, et en développant des polycultures, c'est-à-dire des élevages de plusieurs espèces ensemble, cela pourrait être une solution plus durable que la monoculture. Sarah se dit que la symbiose qui existe déjà entre les gobies et les crevettes, ces derniers creusant un abri commun en échange de la protection des gobies, pourrait être mis à profit pour faire fructifier ces cultures. Rêvant à un monde idyllique, Sarah imagine des océans dans lesquels les dauphins ou autres mammifères marins pourraient être entraînés pour aider à la surveillance côtière et à la détection des menaces sous-marines. Après tout, les dauphins ont déjà été utilisés militairement lors de plusieurs guerres pour détecter et marquer des mines sous-marines, assurer la sécurité des ports et des bassins face aux sous-marins ennemis ou récupérer des objets perdus en mer. Déployer une telle coopération à grande échelle permettrait entre autres de protéger des espèces victimes de pêche illégale, comme les requins, dont le rôle dans la séquestration du carbone et le maintien de l'équilibre des écosystèmes marins est primordial. Dans les airs, les oiseaux pourraient repérer d'autres ressources naturelles que le miel, tandis que dans la savane, les éléphants auraient comme mission de gérer le maintien des écosystèmes, en aidant à maintenir l'équilibre écologique et à prévenir des feux de forêt. Outre leur capacité à avertir des débuts d'incendie ou à arroser des plantes, ces précieux pachydermes pourraient aider à la dispersion des graines, afin de verdir les déserts.
Et même des animaux infiniment plus petits, comme les vers de terre, feraient une différence titanesque en étant déployés à grande échelle dans les sols urbains et agricoles pour en améliorer la qualité. Bref, une telle société symbiotique nécessiterait une profonde compréhension des besoins et des comportements animaux, ainsi qu'un respect mutuel entre les espèces. Il ne s'agirait pas simplement d'esclavagiser toutes ces espèces, mais de les dresser à comprendre qu'appliquer ces actions serait récompensé par des besoins qu'elles ont. Leur participation, comme dans le cas d'animaux domestiques, serait volontaire sur la base d'échanges, mais cela impliquerait une transformation significative de nos modes de vie actuels pour s'adapter à ces nouvelles relations interespèces. Et à long terme, notre futur serait méconnaissable, car au-delà d'obéir, certaines espèces prendraient le rôle de leader. Et oui, après plusieurs années de cette transformation sociétale, certains animaux finiraient effectivement par être placés en charge de divers aspects ou tâches de notre société. Les chiens de berger les plus vifs, par exemple, habitués à mener les troupeaux pour être dressés à agir de façon complètement autonome, se mettant à la tâche dès leur réveil sans même avoir à attendre l'intervention des humains. Après tout, si les chats de ferme peuvent débarrasser celles-ci des souris sans instruction en toute indépendance, les chiens ne voudront pas être en reste. Mais allons sur des terrains moins familiers. Certains oiseaux, comme les oies, peuvent servir de système d'alarme. Celles-ci sont naturellement vigilantes et émettent des cris stridents à l'approche d'intrus. Une fois dressées à garder, elles n'auraient besoin d'aucune supervision. Sous l'eau, plusieurs espèces intelligentes auront appris à faire leur travail sans qu'on leur demande. Certains dauphins collaborent avec les pêcheurs de manière autonome. Ils rabattent les bancs de poissons vers les filets de pêcheurs, bénéficiant ensuite d'une partie de la prise. D'autres, formés pour le sauvetage civil en mer, se mettent en alerte en entendant des appels de détresse et ramènent les nageurs vers la côte. Les pieuvres, quant à elles, ont été entraînées à surveiller l'état de santé des récifs, à éliminer les espèces invasives et à alerter les scientifiques en cas de problème. Grâce à leur capacité de changer de couleur et de forme, un code international a été mis en place tout aussi efficace que le code Morse. Connus eux aussi pour leur intelligence, les corbeaux ont bien compris la différence entre ce qu'est un déchet et ce qui ne l'est pas. Ils ratissent les villes, les nettoyant tels des éboueurs des cieux, triant même les déchets en faisant un recyclage impeccable grâce à leur capacité de reconnaissance visuelle. Et alors que le futur semble lumineux, on remarque l'aptitude de certains animaux à prendre des rôles de direction. Les perroquets, grâce à leur incroyable capacité à reproduire les sons qu'ils entendent, partagent non seulement des messages entre humains, mais également aux autres animaux. Une fois leur mission confiée, ils communiquent en langage humain les ordres clairs appris par leurs subalternes lors de leur dressage. On peut même imaginer dans le futur être capable d'apprendre à reproduire le langage d'autres animaux. Les années ont passé et Sarah, épanouie, se ravit du nouveau monde qu'elle a aidé à créer. Un nouveau monde centré sur la coopération et le respect, dans lequel tous sont beaucoup plus alertes quant aux enjeux environnementaux. Un futur parfait en somme. Peut-être trop. Et vous, pensez-vous que cette réalité est possible? Qu'en dis-tu, Photon? Serait-ce la fin de ma quête? Ah, c'est une réalité bien attirante. Et ça me ferait vraiment plaisir de l'instaurer pour remplacer la nôtre. Mais ce n'est pas la fin de ma quête. Non, non, pas encore. Effectivement, mon cher Photon, il nous reste encore bien des possibilités et des mondes à découvrir avant d'atteindre mon but. D'ailleurs, sans vouloir vous faire trembler d'excitation, préparez-vous à des séismes sans fin et des conséquences insoupçonnées dans le prochain épisode de Et si ?